Aujourd'hui, correction des 3 exercices du livre. On avait dit page 264, il y avait le 31, le 32 et le 33. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on commence la correction? Ok. Alors, on y va. Donc la correction. Personne n'est collé en file d'attente, c'est bon. Normalement, tout le monde était là. Donc, on vous explique qu'en fait, voilà, en fait, tout va se situer dans le document. On vous donne le niveau. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux niveaux importants. Il y a l'intensité sonore en décibels, le niveau d'intensité sonore, et il y a la puissance sonore, qui n'est pas la même chose. D'accord? Il y a le niveau d'intensité, et ça se mesure en décibels, et il y a l'intensité sonore. Et ça se mesure en watts par mètre carré. Et il y a une formule mathématique entre les deux, mais c'est pas linéaire, c'est pas proportionnel. Ouais, ça fait pas avancer le schmilblick, tout ça. Alors, du coup, on vous explique ici, première chose, un auditeur est soumis à deux signaux sonores de même fréquence émis par un téléviseur. Donc ici, un téléviseur à 65 décibels et par une tronçonneuse ici à 100 décibels. Et on vous demande quel est le niveau total perçu par l'auditeur. Donc, rapidement, si vous donnez ça à un petit, il va vous dire, bah, il fait la somme des deux, il va dire 165. Sauf que, en fait, il faut lire ici le document, on vous explique que le bruit le plus fort masque le bruit le plus faible. Et ça, vous le savez déjà, quand votre mère ou votre père il passe l'aspirateur à côté de la télé, bah, la télé, vous l'entendez plus. Vous entendez que l'aspirateur. Ben là, c'est pareil. Si vous mettez une tronçonneuse à côté d'une télé, vous n'entendrez plus la télé. Et pour autant, la tronçonneuse ne vous paraîtra pas plus forte. Donc le son qui nous paraîtra, ça sera à peu près 100 décibels. Environ 1. Non, c'est pas normal. Normalement, à ta canne, monte le volume, il y a un truc qui va pas. Alors, du coup, c'est à peu près 100 décibels. Hein. C'est pas tout à fait. En fait, en réalité, il va y avoir un petit gain à cause de la télé, si on peut appeler ça un gain, mais c'est léger. On va quasiment être autour de 100 décibels. Ouais. Pourquoi il se cache lui? Moi, je sais pas. Alors, ensuite, on vous demande euh, expliquer pourquoi le niveau d'intensité sonore perçu lorsque deux téléphones sonnent n'est pas égal à 140. Bah, tout simplement, c'est expliqué ici parce que l'échelle, elle n'est pas linéaire. Et ça, vous le savez aussi. Si vous avez votre téléphone qui sonne et celui de votre copain à côté, les deux s'additionnent pas. Vous n'avez pas l'impression d'avoir le double de volume sonore. Ça va être un peu plus fort, mais ça va pas vous éclater les tympans. Sinon, imaginez, au bout de 3 à 4 téléphones, vous auriez les oreilles complètement déchirées, quoi. D'accord? C'est une échelle non linéaire. L'intensité sonore, ça s'ajoute, mais pas le niveau. Mais pas le niveau. D'accord? Donc en gros, les watts par mètre carré vont bien s'ajouter, par contre les décibels ne s'ajoutent pas. Il y a une formule mathématique entre les deux, mais c'est pas une formule linéaire. C'est pas si je faisais une droite, c'est pas une fonction affine ou quelque chose, c'est quelque chose qui part comme ça. D'accord? Plutôt dans l'autre sens comme ça. Mais bon, on va pas entrer dans le détail des maths, c'est pas à l'ordre du jour. Et surtout, c'est pas au programme. Alors, ensuite, déterminer l'augmentation du niveau d'intensité sonore lorsque l'on passe du son émis par une vuvuzela au son émis par 100 vuvuzela. Donc là, c'est expliqué. Je vais mettre à droite, à gauche. C'est expliqué ici. On vous dit 100 vuvuzela, vous avez 147 décibels et 127 décibels pour une vuvuzela. Donc une, ça correspond à 127 décibels et 100 vuvuzela, ça correspond à 147 décibels. Et donc, on se rend compte qu'il y a un gain de plus 20 décibels. D'accord? Ça, c'est la réponse à la question C. Alors, maintenant, bon, ça, c'est pas dans le programme, mais comment est-ce que, en multipliant par 100 l'intensité sonore,
Donc on multiplie par 100 l'intensité sonore en watts par mètre carré, on obtient une augmentation de 20 décibels. Tout simplement que 20, en fait, pour savoir combien vous augmentez, si vous multipliez par 10 l'intensité sonore, en fait, vous avez une augmentation de plus 10 décibels. Si vous augmentez par 100, ça fait une augmentation de 20 décibels. Pourquoi 20? Parce qu'en fait, 100, c'est 10 puissance 2. D'accord? Donc, imaginons une augmentation de, je sais pas moi, de 100 000. Si vous mettez 100 000 vuvuzelas, ça me ferait 10 puissance 5. Et ben, ça me ferait une augmentation de 50 décibels. D'accord? Donc ça, c'est pas au programme, c'est pas à retenir, mais voilà, c'est pour ceux qui étaient intéressés pour comprendre comment est-ce qu'on passe de plus 20 alors qu'on multiplie par 100. En fait, c'est une histoire, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Alors, je vais effacer ça parce que j'ai pas envie que vous partiez dans des délires en pas comprenant, puis en me disant que c'est trop compliqué, puis en pleurant, en me disant encore que je fais des trucs trop durs et puis que tout le tralala que je vais trop vite. Voilà. Donc voilà, c'est tout, il fallait juste lire 20 décibels. Voilà. Le D maintenant, on vous dit, lorsque le niveau d'intensité sonore augmente de 140 décibels, l'intensité sonore correspondant est multipliée par 10 puissance 14. On retrouve exactement ce que je viens de vous dire. 10 puissance 2, ça fait 20 décibels. 10 puissance 7, ça fait 10 puissance 7 10 puissance 7 fois plus, ça fait 70 décibels. 10 puissance 10 fois plus, ça fait 100 décibels. Donc 10 puissance 14 fois plus, ça fait 140 décibels. Donc on vous demande, lorsque le niveau d'intensité sonore augmente de 140 décibels, l'intensité sonore correspondante est multipliée par 10 puissance 14. Déterminer l'intensité sonore correspondant à une course de Formule 1. Donc une course de Formule 1, c'est 140 décibels. D'accord? Et donc 140 décibels, c'est 10 puissance 14 fois plus le niveau sonore le plus faible. C'est 140 fois plus que le niveau 0 décibels. On vous dit que le plus faible dans le cours, il est noté là, c'est 0 décibels. D'accord? Et on vous dit que, donc du coup, si on part du plus bas 0 décibels, pour arriver à 140, il a bien fallu que je multiplie par 10 puissance 14. Donc en gros, alors je vais essayer de bouger ça là, parce que ça me saoule, je ne vais pas le mettre de côté ça. Si. Donc 0 décibels, ça correspond, et là c'est noté là, à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. 140 décibels, c'est ce qu'on cherche. Égal, on ne le sait pas, watts par mètre carré. Par contre, on sait que pour passer de là à là, il faut faire fois 10 puissance 14. Donc en fait, intensité sonore qui correspond à 140 décibels, je vais la noter comme ça. Ça correspond à 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 14. Et ça fait 10 puissance 2. C'est-à-dire 100 watts par mètre carré. C'est énorme, hein, 100 watts par mètre carré. 140 décibels, ça vous éclate les tympans. Enfin, moi, vous avez le tympan crevé quasiment sûr. En termes de pression acoustique, vous sentez l'air qui vous appuie sur le visage, etc. si vous avez 140 décibels. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Alors, no panique, hein. Il n'y aura pas de calcul de, je vous dirai pas, tiens, je mets 37 vuvuzelas, quelle est l'intensité sonore correspondante? Non, c'est pas possible. Vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est pas à votre niveau. Bon, bah si ça va pour tout le monde, on enchaîne. Alors, vous inquiétez, tout le monde a noté, je peux effacer ou pas? Ok, bah j'attends juste 2 secondes, tout le monde est fini de noter. Ah, ça retombe bien là. Bon. Je passe à la suite. De toute façon, si vous avez des soucis, vous allez sur YouTube, vous faites pause et vous recopierez, hein, ceux qui n'ont pas fini. Ce sera sur YouTube de toute façon. On y va? Bon, alors j'efface juste parce que sinon ça fout le bordel par rapport aux pages d'après. Je laisse trop de trucs. Il aime pas quand il y a trop de dessins, je sais pas pourquoi. Voilà. Allez, nous, on est parti, on efface tout. Exercice 32. Juste pour ça que je voulais faire.
32, il est où le 32? Il est là. Alors, sinon c'est pas ça. Alors, il y a un truc que j'ai repéré aussi. Ah oui, je vous ai pas. Bon, ça c'est juste un petit truc pour ceux qui ont le bouquin. Regardez, si vous cliquez sur l'exercice, on voit pas ce qui est écrit là. On voit pas les chiffres. Donc si ça vous arrive, en fait, il faut zoomer comme un cochon. Donc là, c'est moche. Vous cliquez juste une fois là-dessus. Là, magie, ça redevient net. Alors ça, c'est un bug du livre, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez le truc. Oula, qu'est-ce qui se passe, lui? Non, ça, on fera ça un peu plus tard. Alors, on y va pour le 32. Je pas ça, je vais arriver. Bureau, tac, le 32. On va parler de l'échelle de Fletcher. Alors, le diagramme de Fletcher. Donc ici, on vous explique la sensibilité de l'oreille humaine. Donc quand on parle de sensibilité, c'est la sensation qu'on a lorsqu'on entend un son. Est-ce que ça nous paraît fort ou pas fort? C'est pas le niveau réel, c'est pas le niveau en watts par mètre carré, c'est pas le niveau en décibels, c'est la sensation qu'on a. Et ça, vous vous rappelez que quand on l'a fait en TP, il y avait des sons qui vous paraissaient plus forts alors que je montais pas le volume. D'accord? Donc c'est bien ici ce qu'on représente, les courbes rouges, vertes, etc. C'est bien la sensation. Donc en gros, la sensation de douleur, elle apparaît plutôt lorsque vous écoutez un son à 3000, parce que le son à 3000 nous paraît plus fort, rappelez-vous. Par contre, la sensation de douleur nous apparaîtra plus tard. Mais pour autant, c'est plus dangereux, parce que le son va être plus important. Même si vous balancez par exemple du 50 Hz à 130 décibels, vous n'avez pas forcément mal, pas trop mal, et pourtant votre oreille elle va prendre cher. Par contre, si vous prenez un son à 130 Hz, à 3000 Hz, mais que vous êtes à 130 décibels, donc ici, là vous allez avoir clairement mal, alors que c'est le même niveau sonore. Donc là, il ne faut pas confondre le niveau sonore et la sensation que vous ressentez. D'accord? Alors, première question, on vous demande déjà expliquer l'expression d'égale sensation auditive. Donc là, il faut dire égale sensation auditive, ça correspond en fait au volume perçu par l'oreille. Identique. En gros, il faut que vous ayez l'impression de percevoir le même son, ou l'impression d'entendre le même son, alors qu'en fait, en réalité, le son a peut-être un volume différent. Mais notre oreille n'étant pas sensible de la même façon, en fait, on a l'impression d'entendre le même volume sonore. D'accord, on peut l'écrire ça. On a l'impression d'entendre le même volume. Je dis pas, on n'entend pas la même chose, hein, parce que c'est pas les mêmes notes, pas le même son. Mais on a l'impression d'entendre le même volume. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le même volume sur le bouton, quoi. En gros, volume 1, volume 2, etc. Alors, indiquez si l'échelle de l'axe horizontal est une échelle linéaire. Justifiez la réponse. Est-ce que c'est une échelle linéaire? On voit tout de suite que non. Regardez ici, on part de plus 50 et si on regarde ici, on a plus 7000. Ça n'a rien à voir. Non, les graduations ne sont pas régulières. Alors, à quoi ça sert d'avoir fait une échelle comme ça logarithmique un peu bizarre? Tout simplement, si on voulait faire ce diagramme avec une échelle normale, imaginez là, en fait, on a une pente qui est forte, mais entre 50 et 300. Et ensuite, on voit qu'entre, je sais pas moi, 10 000 et 20 000, la pente, elle est aussi forte, mais on est passé de 10 000. Donc là, entre 50 et 300, c'est-à-dire un écart de 250, on a une pente comme ça. Et là, on a la même pente avec un écart de plus de 10 000, presque 15 000. Donc ça fera un diagramme hyper grand pour avoir un truc équivalent. Donc l'intérêt de faire ce type d'échelle logarithmique, là, ça permet d'avoir en fait un diagramme qui est plus lisible. Et ça, on l'utilise souvent, d'accord? Quand même à la télé, des fois, ils font des diagrammes, ces diagrammes logarithmiques, on n'a pas l'impression, on a l'impression que ça va augmenter de manière exponentielle, etc. Mais en fait, il faut regarder le diagramme en bas, c'est faire attention à ça, aux échelles en bas, extrêmement important. Alors, déterminer le domaine de fréquence pour lequel l'oreille humaine est le plus sensible en étudiant la courbe du seuil d'audition. Sur le diagramme, le domaine de fréquence sur lequel l'oreille humaine est la plus sensible à la douleur. Donc, regardez la courbe à partir duquel on commence vraiment à très bien entendre. C'est-à-dire,
lequel on n'a pas besoin de monter trop le volume. Donc on va regarder la courbe bleue, le seuil d'audition. En fait, on voit qu'à partir de ici, alors je vais mettre en rouge, c'est simple. Ici, on voit qu'à partir de là, en gros, on commence à bien entendre, on entend bien jusque là. Donc en gros, entre environ 800 et, allez, on va dire 5000, on entend le mieux. D'accord? Ensuite, déterminer le domaine de fréquence pour lequel l'oreille humaine est la plus sensible. Donc là, l'oreille humaine, elle est plus sensible vraiment ici. D'accord? Entre donc, on va dire entre allez, 2000 et 4000. Donc là, c'est la douleur. D'accord? Qui me parle? Ah, bah, désolé. Faut expliquer c'est quoi le volume? Le volume, en gros, c'est le, on voit ça, comment on entend le mieux? En fait, il faut regarder la courbe où elle est le plus bas. Alors, ici, vous regardez la courbe. Je recommence. Imaginons que vous mettez des gens et vous leur dites, OK, dis-moi à partir de quel moment on prend un haut-parleur et on monte le volume tout doucement. Donc, on met un son très grave, on monte le son tout doucement et on lui dit à partir de quel moment tu entends. Et en même temps, on met un sonomètre à côté qui mesure les décibels. Et on se rend compte qu'en fait, une personne, par exemple, un son de 50 Hz, elle commencera à entendre lorsque le volume sonore, il sera à peu près ici à 60 décibels. D'accord? Enfin, 50. On se rend compte qu'il y a une fréquence pour laquelle on entend le mieux. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de monter beaucoup le volume pour l'entendre. Par exemple, un son, je l'ai montré la dernière fois, un son de 3000 Hz, vous l'entendez vachement fort. Ça fait aigu, c'est désagréable, on a l'impression que c'est fort. Alors que je n'ai pas changé le volume. Rappelez-vous, la dernière fois, je ne changeais pas le volume. Douleur, ouais. Attends, non, j'ai rien en salle d'attente, moi. Non, j'ai pas en salle d'attente. Ça va arriver peut-être. D'accord? Donc en gros, ici, notre oreille, elle est très sensible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de monter beaucoup le volume pour entendre ces sons-là. Ces sons qui sont compris entre cette gamme ici et cette gamme ici. C'est les sons qu'on entend très bien. Et la seuil de douleur, c'est le seuil pour lequel on commence à avoir mal aux oreilles. On voit qu'on a commencé à avoir mal aux oreilles à partir de entre 2000 et 4000. Oula. Donc, question C, pardon. Domaine déterminé dans la question précédente présente-t-il des fréquences communes? Bah oui, on voit qu'entre 800 et 5000, entre 2000 et 4000, il y a des trucs communs. Donc, que peut-on en conclure? Bah, en fait, tout simplement, l'oreille, vu qu'elle entend mieux ces fréquences-là, elle a tout intérêt à protéger ces fréquences-là en particulier. À la rigueur, si vous perdez l'audition de ces fréquences-là, et que vous perdez l'audition, bah, c'est moins grave que de perdre ces fréquences-là, parce que c'est ce qu'on entend le mieux. D'accord? Qu'on a tout intérêt à protéger ce qu'on entend le mieux. Donc, oui, il y a des fréquences communes, une gamme commune, on va marquer, parce qu'il n'y a pas... Oui, il y a une gamme commune. Peut-on en conclure que l'oreille étant plus sensible, on souffrira plus vite. Plus vite. Et c'est tant mieux. Ça protège l'oreille. Mieux souffrir tôt. Oh là, je sais pas pourquoi il écrit plus, lui. Il veut plus écrire. Si, non, il veut plus. Ok, il bug. Trop écrit. Protège l'audi. Il veut plus. Il est bugué. Si, il arrive. Tout d'un coup. Ça protège l'audition. Non, décidément, dès que j'arrive ici, il veut plus. Ça protège l'audition. D'accord? Parce que vaut mieux, plus tôt vous aurez mal, plus tôt vous allez baisser le volume. Et du coup, plus tôt vous allez protéger votre oreille.
La 2F, elle s'offrira en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non? Vous voulez que j'en mette la correction? Vous voulez ça là, comme ça? Continue? Ok. Alors, 33. Donc là, il est un peu plus chaud, mais finalement pas tant que ça. Alors, on y va, on va aller chercher 33. Tac. Bon, finalement, on va plus vite que prévu, donc ça va. J'aurai le temps d'aller au lycée. Aïe, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, je pense que la page d'avant, je vais l'effacer, parce que sinon, on va avoir des soucis. Si on écrit 3, ça déconne. Alors, on y va. Absorption des infrasons et des sons dans l'air. En fait, on vous explique que lorsqu'on émet un son, quand c'est un son grave ou un son aigu, ça se diffuse pas pareil. Oui, c'est bien, neige. Ah, vous voulez parler de la neige? Est-ce que vous savez comment ça se forme la neige? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la neige? Quelqu'un sait? Ouais, c'est de l'eau, mais qu'est-ce qu'il y a tout au centre de chaque flocon de neige? En fait, il y a un tout petit grain de poussière. Si c'est parfaitement propre, s'il n'y a pas de poussière, en fait, vous n'aurez pas de neige. En fait, pour que la neige se forme, elle commence à faire des micro-cristaux de glace autour d'un petit grain de poussière. Donc, au centre de chacun des flocons de neige, en fait, vous avez des micro-grains de poussière. Ça peut être des poussières de n'importe quoi. Hein, ça peut être de la neige, ça peut être des, je sais pas moi, voilà, dans l'air, du pollen, enfin n'importe quoi qui est dans l'air, qui se retrouve dans les nuages. Et vu qu'il fait froid, alors faut pas qu'il fasse trop froid, sinon ça fait de la glace et ça gèle trop vite. Faut que ça gèle plutôt lentement, donc pas trop froid pour que les cristaux soient plus gros. Et en fait, au centre de chaque cristaux, il y a un micro-particule de poussière qui va se, les cristaux vont apparaître autour de ça. Donc il y a des cristaux qui se forment autour de quelque chose au départ. D'accord? Et c'est exactement un petit peu comme la SVT. Si ça refroidit trop vite, en fait, bah, vous avez vu, ça fait des petits cristaux. Vous verrez ça l'année prochaine. Et si ça refroidit lentement, ça fait des gros cristaux. Et donc, par exemple, la grêle, c'est souvent, c'est rare, c'est jamais en hiver qu'on a de la grêle, c'est plutôt on va dire au printemps, etc. En fin d'hiver, parce qu'en fait, tout simplement, au printemps, il fait plutôt doux, donc l'air est plutôt chaud. Et il suffit qu'il y ait un gros mouvement d'air, donc un gros orage, l'eau va monter très vite dans le nuage, elle va refroidir très rapidement. Et comme elle refroidit très rapidement, ça fait des cristaux tout petits. Et donc, en fait, ils n'ont pas le temps de faire de la neige, ils n'ont pas le temps de faire un beau flocon bien construit avec des beaux cristaux. Donc, il fait des micro-cristaux qui vont s'agglomérer, ça va faire des boules de glace. C'est pour ça que ça fait de la grêle. Et en hiver, on n'a pas de grêle. En hiver, on a de la neige, parce qu'il fait froid. Donc, les cristaux ont le temps de se former, de prendre leur temps autour de chaque petit cristaux de poussière, grossir, grossir, grossir. Et si vous regardez au microscope, en fait, on obtient un cristal exactement comme les flocons de neige que vous dessinez quand vous étiez petit. Voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Bon, bref, on en revient à notre exo parce que il y en a qui vont travailler plus tard. De rien. Alors, donc, on parlait des molécules du son. Donc, en fait, le son, vous entendez le son, un son basse fréquence et un son de fréquence, vous n'entendrez pas pareil. Et ça, vous le savez déjà. Quand vous êtes dans un concert, bah, on pourra le regarder plus tard la vidéo, Marine. Je vérifie quand même qu'elle n'est pas en liste d'attente, mais attendez, tac. Non, il n'y a personne en attente. De toute façon, j'ai été connecté une fois, normalement, il n'y a pas besoin d'être en attente. Quand si vous êtes déjà à un concert et que vous entendez un concert au loin, ce qu'on entend, c'est pas les cris aigus des filles en train d'hurler. Ce qu'on entend, c'est les boum boum. On entend les boum boum. On entend un son très grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'atténuation, c'est-à-dire la façon dont le signal diminue, dont le son diminue, un son de 10 Hz n'est pas du tout le même que pour un son de 1000 Hz. Attendez, zut, c'est ça que je veux. Ah, attends, voilà. Donc, si en fait on voit que si vous émettez un son de 10 Hz,
tous les kilomètres, il va diminuer que de 0,1 décibel, donc c'est très léger. Par contre, un son de 1 kHz, c'est-à-dire de 1000 Hz, il perd 10 décibels tous les kilomètres. D'accord? Alors, vous allez comprendre. Première question, on vous demande quelle distance parcourue dans l'air les infrasons de fréquence 10 Hz sont-ils divisés par 2, sont-ils divisés par 10? Donc imaginons qu'on cherche quelle distance il faut pour que l'intensité soit divisée par 2. Donc pour diviser par 2, on vous dit que lorsque l'intensité est divisée par 2, le niveau sonore diminue de 3 décibels. Donc en gros, on sait que pour 10 Hz, d'accord, lorsque on parcourt 1 km, le son diminue de 0,1 décibel. Et nous, on est en train de chercher de combien doit être distant pour que ça diminue de 3 décibels. On cherche combien de kilomètres. Donc là, c'est un banal produit en croix. Il suffit de faire 3 fois 1 divisé par 0,1. Ça nous fait donc 30 km. Pareil, maintenant, on cherche à savoir, pour que le niveau sonore soit divisé par 10, pour être divisé par 10, il faut que ça diminue de 10 décibels. Donc, on fait la même chose. Je vais changer de couleur. Donc, pour 1 km, c'est toujours 0,1 décibel. Ça n'a pas changé. Et on cherche combien de kilomètres il faudra avoir une atténuation de 10 décibels. Et donc là, on trouve 100 km. Donc en gros, si on a un niveau sonore, je sais pas moi, de 100 décibels, ben il faudra, de 100 décibels, si on veut diviser par 2 l'intensité sonore, donc je parle bien de l'intensité, c'est-à-dire en watts par mètre carré, il faudra que je m'éloigne de 30 km. Si maintenant j'ai un niveau toujours de 100 décibels et que je veux diviser par 10, mon intensité sonore en watts par mètre carré, en fait, je m'éloigne de 100 km. D'accord? Donc on va noter ça dans un coin, 30 km et 100 km. Donc c'est 30 km pour diviser par 2 et 100 km pour diviser par 10. Question B maintenant, on vous dit, on prend la question précédente pour des sons audibles de fréquence 1 kHz, donc pour 1000 Hz. Donc maintenant, c'est des sons qu'on entend bien, des sons assez aigus. Enfin, 1000 Hz, c'est pas méga aigu, mais bon. Donc pour 1000 Hz, 1 kHz, pour rappel. On va faire le même raisonnement. Parce que là, on sait qu'on perd 10 décibels par kilomètre. Donc si on perd 1 km me fait perdre 10 décibels, eh bien, pour perdre 3 décibels, il me faudra 1 fois 3 divisé par 10, c'est-à-dire 0,3 km. D'accord? Donc on voit qu'en fait, au bout de 300 mètres, j'ai déjà l'impression que, j'ai déjà l'intensité sonore qui est divisée par 2. Je parle bien de l'intensité sonore, encore une fois, pas les décibels. Hein. Les décibels n'ont baissé que de 3. Si maintenant, on vous dit, on pose la même question, mais ce coup-ci, on veut diviser par 10, donc là, c'est plus 3 décibels, c'est 10 décibels. Donc, je vais refaire comme au-dessus, je vais changer de couleur. 1 km, c'est toujours 10 décibels de perte. On veut savoir au bout de combien de kilomètres on a perdu 10 décibels. Donc là, même pas besoin de faire de calcul, on voit tout de suite que ça fait 1. D'accord? Donc j'efface tout ça. Donc 1 km et 300 mètres. Donc 1 km, pardon, 300 mètres, ça me divise par 2. Et 1 km, ça me divise par 10. D'accord? Par rapport au 10 Hz. Donc on voit qu'un son de 10 Hz, l'intensité sonore elle est divisée par 2 au bout de 30 km. Et au bout de 100 km, elle est divisée par 10. Par contre, un son qu'on entend, audible, il va beaucoup plus vite disparaître dans l'air. Il va être beaucoup plus diffusé. D'accord? Alors, comparer la version A et B et conclure, tout simplement, un son audible, on va mettre un son de 1000 Hz, porte beaucoup plus loin, moins loin, pardon, j'ai bêtise, moins loin un infrason. Donc un son très basse fréquence, ça va porter très loin. Et c'est pour ça qu'en tremblement de terre, les animaux l'entendent avant. Nous, il y a des sons qu'on va pas entendre. Le son du tremblement de terre, on va pas l'entendre. Par contre,
Un tremblement de terre, je vous l'ai déjà dit, déjà le son va très vite, les animaux sont capables d'entendre des basses fréquences, donc ils les entendent, et les basses fréquences, en fait, elles vont porter très loin. Donc même si un tremblement de terre a plusieurs centaines de kilomètres, le son pourra leur parvenir, parce qu'on voit que le son, il est très vite il est diffusé très difficilement. Il se déplace, il n'est pas trop atténué. Par contre, un son que nous, on est capable d'entendre, il est très atténué rapidement, 100 fois plus. Donc du coup, d'une part, les animaux entendent un son qu'on n'entend pas, et d'autre part, ce son qu'ils entendent, il est beaucoup moins atténué que les nôtres, de ceux qu'on entend. Donc ils ont double raison de l'entendre correctement, les sons du tremblement de terre. Ouais, c'est bon? Alors, on en revient. Oh, qu'est-ce que je fais moi? C'est pas ça. Alors, j'en étais où? Là. Un infrason est un son audible. Un son audible est son produit avec des niveaux d'intensité sonore L1 égale 100 décibels. On estime que pour permettre une réception suffisante du signal, il est nécessaire qu'au minimum 1% du niveau d'intensité sonore initial. Ah oui, là, il y a un problème à chaque fois. J'avais le problème hier avec l'autre classe. Tac, c'est où? Il est où, il est où, il est où, il est où? Il est là. Je sais pas pourquoi quand il clique dessus, il veut pas. Donc là, il faut zoomer dessus. C'est pareil, il y a un bug. Voilà. Il n'y a pas la fin. Alors, on vous dit un infrason et un son audible sont produits avec un niveau d'intensité sonore L1 égale 100 décibels. On estime que pour permettre une réception suffisante du signal, il est nécessaire qu'au minimum 1% du niveau d'intensité sonore initial soit encore perceptible. Estimer les distances maximales que pourraient parcourir ces deux signaux. Donc, on part d'un signal de 100 décibels. On estime qu'il faut que le niveau sonore soit 1% du niveau initial. Donc, en gros, 1% de 100 décibels, ça fait 1 décibel. D'accord? On cherche à partir de quel moment on pourra encore percevoir ce signal. Donc on y va. Donc on part d'un signal de 100 décibels. 1% de 100 décibels, c'est égal à 1 décibel. Donc on va regarder, ça fait donc une chute de 99 décibels. D'accord? En gros, on divise par 100. Ça revient à diviser par 100. Ça va? Ouais? Non? Donc ici, on va faire le même raisonnement. On va se dire, ok, moi je sais que je perds 0,1, donc par exemple là ça fait moins 99 décibels. On sait qu'ici, on va prendre 10 Hz, pour le son de 10 Hz. Pour le son de 10 Hz, c'est toujours 0,1 décibels tous les kilomètres. Et moi, je ne veux pas perdre 0,1 décibel, je veux perdre 99 décibels. Combien de kilomètres? Donc là, c'est encore une fois un produit en croix. Et ça fait 990 kilomètres. Donc un son de 100 décibels, à 990 km, vous pouvez encore le percevoir. Je ne vais pas l'entendre nettement, mais le percevoir. Quand je dis vous, c'est pas nous, hein, parce que nous, on n'est pas capable d'entendre 10 Hz. Par contre, un animal sera capable de l'entendre. Ouais. Ensuite, un son de 10 kHz. Même raisonnement. On va dire, on perd 10 décibels tous les kilomètres. Et là, je voudrais savoir combien il faudra de kilomètres pour perdre mes 99 décibels. Donc, on fait 99 fois 1 divisé par 100 et on trouve 10, pardon, on trouve 9,9 km. Donc pour résumer, si vous émettez, vous êtes, imaginons dans un concert, d'accord, ou un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre quelque part, d'accord, un tremblement de terre, crac. Le son émis est de 100 décibels, donc c'est important, mais c'est pas non plus monstrueux, c'est le son d'une tronçonneuse, par exemple. Eh ben, vous pouvez encore le percevoir à 1000 km, ce son, si c'est un son infrason, donc il va pouvoir se déplacer jusqu'à 1000 km d'infrason. Par contre, au bout de 10 km, on n'entendra plus. Un son de 10 Hz. De 1 kHz. Oui, c'est pas 10, là, c'est 1. C'est 1 kHz.
Oui, bah de toute façon, je vais mettre la correction en ligne, donc pas de souci. D'accord? Alors, du coup, pour résumer, ce que je disais, en fait, je vous ai dit depuis le début qu'un tremblement de terre, en fait, des animaux l'entendent très bien. Et je vous l'ai dit parce qu'en fait, ils sont capables d'entendre des infrasons. La première chose, les infrasons, nous, on les entend pas, eux, ils les entendent. Et souvent, les tremblements de terre, ils amènent beaucoup d'infrasons. Deuxième chose, les infrasons, ils portent plus loin, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins atténués dans l'air, ils vont se déplacer beaucoup plus loin qu'un son. Un son classique, il va vite s'atténuer, alors qu'un son très basse fréquence, il va pas vite s'atténuer. Ce qui fait que dans un concert, quand vous arrivez à l'approche d'un concert, dans une salle de concert, etc., on entend au moins un vrombrissement, mais on n'entend pas le son clairement. Il faut vous rapprocher plus près pour entendre le son, la musique, etc. Ça s'explique par le fait que voilà, un son très basse fréquence pas beaucoup, pardon, alors qu'un son audible, donc haute fréquence pour nous, euh, atténue beaucoup plus. D'accord? Donc si vous faites un concert de 100 décibels qui émet un peu tous les deux sons là, eh ben, vous entendrez au bout de 10 km, vous entendrez plus rien de 1 kHz. Par contre, les 10 Hz, il faudra attendre quasiment 1000 km pour ne plus les entendre. C'est énorme. Donc les infrasons, ça se déplace très bien. Donc quand je dis très bien, c'est pas plus vite, hein. C'est juste que ça va plus loin. C'est tout. Ça se déplace toujours à la même vitesse. On est bon? Question sur cette correction? Question? Pas de question? Ok. Bon bah, je suis désolé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, bon, on avance bien. On se revoit jeudi. N'oubliez pas, jeudi, c'est de 15 à 16. D'accord? Avec moi et de 16 à 17 avec le collègue. Donc de 15 à 16, je sais pas encore ce qu'on fera, mais je vais essayer de faire un truc assez sympa parce que normalement c'était TP, donc on va essayer de trouver un truc, peut-être un travail de groupe. On verra. Et on se revoit de toute façon donc jeudi et on se verra encore mardi si je me trompe pas 2 heures. Et ensuite on se reverra le jeudi juste avant les vacances. Et là on fera un TP. Ok? Donc je vous mets la vidéo en ligne et puis on se revoit jeudi. Bonne journée à tous, amusez-vous bien dans la neige et à bientôt. Bonne journée.